sur le véhicule d'idées, ou en tout cas le choix des idées qui sont mises en avant. Il semble que les gens aujourd'hui, en fait, se concentrent plus sur des enjeux spécifiques. Or, un parti a vocation à toucher, justement, si c'est un parti attrape-tout d'autant plus, mais à créer un ensemble cohérent. Donc, et en plus, aujourd'hui, on voit que non seulement les gens, donc, lorsqu'ils se mobilisent sur des idées précises, ils vont par exemple dans la rue, ils sont actifs de cette manière-là, mais donc en dehors des partis, mais en plus, ça se traduit pas forcément pour un vote. Et le cas des écologistes est vraiment très, très criant. Comment faire face à ce militantisme sur des causes spécifiques et comment parler à ces personnes-là et les ramener vers les partis et vers peut-être des enjeux un peu plus globaux, un peu plus structurants. Bernard Manin estimait qu'on était passé d'une démocratie de parti à une démocratie du public. Et cette démocratie du public est avant tout, se manifeste avant tout par une personnalisation du choix électoral. D'où le dépérissement des idéologies, ou à cause du dépérissement des idéologies. C'est toujours un peu la poule et l'œuf. Est-ce que c'est la personnalisation du choix électoral, le fait que les électeurs veuillent des réponses à des questions qu'ils se posent par rapport à leur situation individuelle? Est-ce qu'ils veulent pouvoir répondre à ce qu'ils croient être leur intérêt, oui, personnel, individuel? Et donc, dans une forme d'atomisation de la société, auxquels les partis sont de plus en plus incapables de répondre. Donc, à moins d'aligner toute une série de mesures qui s'adressent à des clientèles électorales particulières, cet aspect englobant du discours politique, qui, a fortiori, surtout en France, a un aspect idéologique, mais tout ça fait que les partis politiques ont eu du mal à s'adapter. Donc, personnalisation du choix électoral, incapacité des partis à renouveler leur offre politique, baisse de confiance envers les représentants. On est là dans une sorte de cercle qui est tout sauf vertueux, où la baisse, le manque de confiance envers les représentants amène à la baisse de confiance envers les partis politiques, qui n'arrivent plus à proposer, comment dirais-je, à proposer quelque chose qui intéresse les citoyens, et donc il y a une sorte de mouvement en chaîne. Et la question est comment inverser la tendance. Et certains croient pouvoir inverser la tendance en proposant des instruments de démocratie dite participative, comme si ces instruments allaient permettre de réenchanter l'espace public. Nous y voilà, évidemment. Oui, mais nous y voilà dans le rapport aux partis politiques, où vous avez souligné que finalement, ce qui fonctionnait, c'était d'abord les sondages plus que le programme, qu'on s'adaptait en fait à des demandes successives du public, mais il n'empêche qu'il y a une représentation parlementaire derrière. Et qu'il y a des élections. Il y a des élections, il y a une représentation parlementaire, et dans la crise de défiance que nous connaissons, c'est aussi une prise de distance par rapport aux représentants élus du système démocratique. Donc, oui, il y a ceux qui prônent la fin de la Ve République, qui prônent des modèles alternatifs, qui prônent d'autres mesures comme la proportionnelle intégrale, etc. Vers où peut-on aller pour rénover la vie politique française? Alors, et comment caractériser notre démocratie? Parce que pour revenir à l'analyse de Bernard Manin, donc il y a un philosophe et politiste tout à fait intéressant qui travaille sur les transformations du gouvernement représentatif. Donc lui, il analyse le glissement, pour le dire vite, de la démocratie des notables au XIXe siècle, la démocratie des partis, donc la première moitié du XXe siècle, et puis de la démocratie du public, qu'on peut aussi qualifier démocratie d'opinion, démocratie sondagère. Et là, en fait, ce qui devient très compliqué et qui rend la société
société difficilement gouvernable, outre le fait que la société est aussi de plus en plus fragmentée et qu'il est sans doute beaucoup plus difficile de représenter une société qui n'est plus forcément structurée en classe sociale, une société qui est composée aussi de Vous croyez à ça? Ah, pas du tout. Enfin, de classe sociale au sens où, effectivement, malgré tout, les classes sociales existent, mais subjectivement, elles existent moins, incontestablement. La classe subjective, au sens où l'identification de classe a reculé. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas des groupes sociaux, parce que quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, les 3 blocs qui se sont dégagés au premier tour, on a quand même derrière des soupassements sociologiques. Hein. Bon, certains parlent de bloc bourgeois, bloc populaire, bloc d'extrême droite. On voit bien que les sociologies, et moi qui suis sociologue du politique, c'est pas tout à fait indifférent de voir les bases sociales et sociologiques de ces partis. Mais donc effectivement, ce qui devient très très compliqué, c'est qu'il y a plein aujourd'hui de canaux de légitimité. Il y a la légitimité électorale classique, de plus en plus affaiblie, avec une légitimité genre, de plus en plus personnelle et de moins en moins collective. Donc, effectivement, les élections législatives, on va voir ce que ça va donner dans 2 mois, mais ont tendance à être totalement absorbées par l'élection présidentielle. Bon, il y a une démocratie de proximité qui existe quand même encore un petit peu. Les élus locaux qui sont porteurs quand même aussi d'une vision de demande sociale. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir à quel point Macron alors qu'il était très distant des maires, cherche à aller chercher les maires. Donc, il y a cette démocratie territoriale qui existe. Il y a une démocratie sondagière extrêmement fluide, extrêmement inconstante, mais en même temps qui pèse parce que les mécanismes de popularité jouent. Et puis, vous avez on pourrait continuer, hein. La démocratie des causes ou des groupes d'intérêt de plus en plus organisés. Concrètement, là, on sort d'une campagne. Qu'est-ce qu'ont fait les candidats 3 semaines avant l'élection? Ils ont multiplié les auditions de groupes d'intérêt. Hein, les candidats jamais n'avaient fait autant ça. C'est-à-dire que tous les lobbies, tous les groupes constitués aujourd'hui auditionnent des candidats, leur demandent des comptes. C'est-à-dire que du coup, la démocratie aussi des groupes d'intérêt et des lobbies, mais pas simplement les lobbies économiques, tous les lobbies, tout. Tu connais bien ça, évidemment. Tout ça, ça pèse énormément, ça se professionnalise. Et puis, en plus, vous avez autre chose encore. Vous avez la démocratie directe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ou la démocratie participative, qui est encore autre chose. C'est-à-dire que vous avez la démocratie sociale. Les syndicats, ils disent, ah oui, les corps intermédiaires. Et donc, comment réussir à organiser toute cette démocratie qui tire un petit peu dans tous les sens, et comment, moi, vous me posez une question sur vers quel modèle on va. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est clair, enfin, c'est très compliqué parce que d'un côté, la démocratie électorale devient absolument essentielle parce que concrètement, le président de la République, il a énormément de pouvoir. Donc, l'élection présidentielle, elle donne énormément de pouvoir au président, et en même temps, quand il est élu, il a une légitimité très faible. C'est-à-dire qu'il a une légitimité de plus en plus faible. Et là, concrètement, quoi qu'il arrive, le président qui va être élu dimanche, il va être contesté par 2 tiers des Français. Hein, parce qu'il y a les 3 blocs, là, il y a 2 tiers des Français qui vont dire au président, tu n'es pas légitime. Et donc, du coup, ça nourrit l'aspiration à une démocratie participative entre les élections. Mais du coup, sur quelle base l'organiser, c'est très, très compliqué. Hein, moi, je suis plutôt favorable à la démocratie participative, mais il faut faire attention de trouver une bonne articulation avec les démocraties représentatives. Parce que tout à l'heure, on évoquait la question de l'intérêt général. L'objectif, quand même, de l'élection, au départ, c'est de produire de l'intérêt général. Et c'est pour ça que les partis politiques ont un rôle. Les partis politiques, ils présentent un programme. Et le programme, c'est censé être une vision générale de la société qui est proposée aux électeurs. Et les électeurs vont trancher au moment de l'élection et purger les divisions, donner des légitimités. En fait, ce mécanisme, comme Rosan Vallon le montre très très bien, l'élection ne produit plus en fait vraiment de légitimité. Mais alors du coup, si on passe pas par l'élection, de mal représentation. Voilà. Mais si c'est plus l'élection, et moi je souhaite qu'il n'y ait pas que l'élection, on fait comment en fait? On fait comment pour organiser une légitimité en dehors des élections? C'est-à-dire qu'il faut à la fois, et j'en arrête là, il faut à la fois, à mon avis, restaurer la démocratie représentative, parce que la démocratie, concrètement, c'est quand même un peu compliqué qu'elle ne soit pas principalement représentative, et en même temps, instiller de la démocratie participative, mais le faire de manière sans doute plus sophistiquée qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est du gadget. On fait une convention citoyenne, 150 citoyens tirent au sort, et puis on leur fait croire qu'ils vont définir la politique environnementale. Puis évidemment, je dis évidemment tout en le regrettant, évidemment, on va mettre des filtres parce qu'en plus il y a les députés, etc. Bon, voilà, donc tout ça est devenu très très compliqué. On est dans une situation, je pense franchement,
Là, je pense qu'on est la crise démocratique, la crise politique s'intensifie. On le voit bien à chaque élection. Où tout ça va nous mener? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Et la question est tellement large